Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le jeu vidéo Outlaws. J'ai prévu de traiter les références d'Outlaws en 5 vidéos et tous les gameplays que vous verrez proviennent des lives que j'ai réalisés sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas pour découvrir ensemble les prochains jeux vidéo Star Wars. Et bien évidemment, cette vidéo sera full spoiler sur le jeu de base. La troisième planète de l'open world qu'Outlaws nous invite à visiter est Tatooine, la célèbre première planète à apparaître dans Star Wars, berceau des Skywalker, de l'esclave Shmi dans La Menace Fantôme, qui a élevé son fils Anakin, à Rey qui débute sa nouvelle vie en tant que Skywalker depuis Tatooine, en passant évidemment par Luke, le futur héros rebelle coincé dans ce trou perdu. Mais commençons par la ville principale de Tatooine dans Outlaws, Mos Eisley. Mos Eisley est un important spatioport de la planète que l'on découvre dans Un Nouvel Espoir, et donc beaucoup de lieux sont reconnaissables dans le jeu. Tout d'abord, le Trailblazer se pose à Mos Eisley dans la baie d'amarrage 94, qui est tout simplement celle où s'est trouvé le Faucon Millenium quelques années auparavant, quand Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi ont rencontré Han Solo et Chewbacca. Le plus haut bâtiment de la ville est la tour d'échange d'Ubrikia, située à l'intersection de la rue incurvée extérieure, par laquelle Luke et Obi-Wan arrivent dans Un Nouvel Espoir, de la rue des Spationautes, où se déroulent les célébrations de la chute de Palpatine dans Le Retour du Jedi, et de la rue droite. Cependant, il est assez difficile d'identifier quelle rue est laquelle dans le jeu, car Mos Eisley n'est pas représenté à l'exactitude, pour des raisons de gameplay j'imagine. Mais dans le jeu est également mentionnée la rue incurvée intérieure où se trouve le Dowager Queen et la décharge communautaire près de la cantina de Chalmun. Le Dowager Queen est cet immense vaisseau écrasé en plein cœur de la ville. Dans l'univers canon, nous savons juste que c'était un vaisseau de colons, mais c'est surtout dans le Légende qu'il est développé, où on apprend que le vaisseau s'est écrasé sur Tatooine à l'époque des premiers colons de la planète. Les colons survivants ont alors fondé la ville de Eisley autour des décombres du vaisseau, mais un groupe est parti fonder ce qui deviendra Bestine, la capitale de Tatooine, également présente dans Outlaws. Avec le temps, Eisley est devenu Mos Eisley pour coïncider avec Mos Espa, la ville où a grandi Anakin Skywalker, et Mos Eisley s'est développé autour de l'épave, celle-ci devenant même un hôtel. Mais d'autres lieux de Tatooine non présents dans Outlaws sont mentionnés à droite et à gauche, comme le canyon du mendiant dans une discussion. What are you doing out in the middle of nowhere? I was trying to make contact with the Jawas, but those rats got me on the way to Beggar's Canyon. Yeah, that's the price of doing business out here. Un des lieux de la course de la Bunta dans La Menace Fantôme est la grande fosse de Carkoon où se trouve le Sarlacc du Retour du Jedi. La fosse est d'ailleurs mentionnée par Amon Calamari dans la cantina de Chalmun, la fameuse cantina d'Un Nouvel Espoir. I even heard he tossed a few into the great pit of Carkoon. Well, that should scare the rest away. Dans le film, la cantina semble être dirigée par le barman Wooher qui n'apprécie pas les droïdes et s'est absenté dans le jeu, mais a quand même pensé à bien préciser l'interdiction des êtres mécaniques dans une note, alors qu'en réalité la cantina appartient à Chalmun, d'où le nom du lieu en fin de compte. Hey, we don't serve their kind here. What? Your droids, they'll have to wait outside. We don't want them here. Why don't you wait out by the speeder? We don't want any trouble. Chalmun est un Wookiee qui a grandi comme combattant de rue et a escorté des touristes sur Ord Mantell pour gagner suffisamment d'argent et s'acheter une cantina sur Tatooine. Ralph McQuarrie, le concept artiste original de Star Wars, l'a représenté dans ce dessin, mais le Wookiee a aussi fait un caméo dans la série Dr. Aphra de 2016 en hologramme. Et bien évidemment, dans la cantina, on peut retrouver le lieu du duel entre Han Solo et Greedo. Selon un Rhodien d'ailleurs, la même espèce que Feu et Greedo, la place où se tenait Han Solo serait maudite, peut-être parce que la trace du tir de Greedo est restée sur le mur, même des années après l'événement. This isn't a superstition. Everyone who sits in that booth gets shot. You want that to be your final resting place, be my guest. D'ailleurs, ce trou n'a pas toujours existé, puisque dans la version de 1977 d'Un Nouvel Espoir, Han tirait bien avant que Greedo ait le temps d'y penser. Mais cette scène a subi de nombreuses modifications depuis l'édition spéciale de 1997, et aujourd'hui les deux personnages tirent en même temps, Han sous la table touchant le Rhodien, et Greedo ratant son tir contre le mur parce que le contrebandier a décalé sa tête à temps, avec d'ailleurs une retouche par ordinateur absolument magnifique, n'est-ce pas ? Dans les rues de Tatooine et d'autres villes d'Outlaws au final, on retrouve plusieurs modèles de véhicules, avec des Landspeeder X-34, comme le speeder de Luke Skywalker dans Un Nouvel Espoir. Pour l'anecdote, une maquette taille réelle a été construite pour les besoins du film, mais elle apparaît aussi dans La Menace Fantôme sous la forme d'un speeder vert à Mos Espa. Il s'agit en effet de la même maquette repeinte. Et l'autre speeder reconnaissable est le Landspeeder M68 utilisé par Han Solo et Qi'ra sur Corellia au début du film Solo, lors d'une poursuite face à Moloch des Vers Blancs.
Ce speeder a été inspiré par 2 réels véhicules, la Dodge Charger et la Chevrolet Malibu. Et je profite que l'on aborde les inspirations du speeder pour parler du speeder de KVS, un nouveau modèle appelé Cardinal S57 et qui semble être inspiré de la Kawasaki Z1. L'Empire est un peu présent à Mos Eisley comme dans l'épisode 4 au final, où il n'hésite pas à contrôler l'identité des passants, mais contrairement au film, aucun Sand Trooper n'est ici présent. Les Sand Troopers sont cette variante de Stormtrooper que l'on retrouve dans Un Nouvel Espoir avec une tenue légèrement différente et adaptée au climat aride de Tatooine. Même si on peut regretter ce détail absent, ce n'est pas pour autant une erreur, des Stormtroopers classiques ont déjà été vus dans plusieurs œuvres se déroulant sur Tatooine. En parlant de Stormtroopers, l'un d'entre eux mentionne la destruction du Tarkin's Wheel. Un destroyer stellaire de classe impériale présent lors de la destruction de l'étoile de la mort. Le vaisseau s'appelait à l'origine le Fortitude, mais à l'explosion de la base impériale, il a gravement été endommagé, et sa commandante, Eliane Zara, la protégée personnelle du grand Moff Tarkin qui a alors péri à bord de l'étoile de la mort, l'a renommé Tarkin's Wheel, la volonté de Tarkin, et n'a pas souhaité le faire réparer pour rappeler à son équipage cette terrible défaite impériale. Et pour appuyer le tout, tous les membres du Tarkin's Wheel sont des soldats de l'Empire ayant perdu un proche sur l'étoile de la mort. Mais après une longue chasse personnelle de Leia Organa par Eliane Zara, le Tarkin's Wheel fut abattu par l'Alliance rebelle lors de la bataille de Panisia. Dans une autre rue, un Stormtrooper mentionne Yakar, la planète d'origine des Yakaru, comme le rebelle Bistan de Rogue One. Yakar est d'ailleurs rapidement visible dans la série de comics Han Solo et Chewbacca. Et en périphérie de la ville, les Stormtroopers nous montrent l'entièreté de leur puissance avec un incroyable entraînement au tir. Je vous laisse juger de la scène. À l'entrée de Mos Eisley se trouve une porte qui n'est pas si anodine que ça. Cette petite arche est originale pour la ville, mais vient en réalité d'un concept art de Ralph McQuarrie pour le palais de Jabba du Retour de Jedi. Cette arche a depuis été reprise dans plusieurs œuvres Star Wars, comme Le Réveil de la Force sur Jakku, le film The Clone Wars sur Tess, ou dans une extension du jeu vidéo légende Le Pouvoir de la Force, au palais de Jabba justement. À l'entrée de la baie d'Amarrage où se trouve le Trailblazer, une femme se tient avachie, les pieds sur la table, et sa position comme lieu me fait beaucoup penser à l'introduction de Cara Cynthia Dune en tant que Marshal de Nevarro dans la saison 2 de The Mandalorian. Même si ce sont les Hutt qui sont en force sur Tatooine, comme on le verra un peu plus tard, d'autres syndicats sont aussi présents, comme ce moment où un Pike discute avec un membre de l'Aube écarlate sur les règles du sabak. Le sabak est ce jeu de cartes jouable dans Outlaws, mais dans une version particulière appelée Kessel Sabak, en référence à une planète contrôlée par les Pike, comme vu dans le film Solo. Le sabak est apparu pour la première fois dans le roman légende Lando Calrissian and the Mind Harp of Charu, premier tome de la trilogie The Lando Calrissian Adventures. Son nom vient d'ailleurs probablement du script de l'Empire contre-attaque, où il est écrit que Han Solo a gagné le Faucon Millennium à Lando lors d'une partie de Sabaka. Pendant longtemps, Lucasfilm n'a pas tenté de déposer une marque sur le terme sabak, ce qui a conduit la société Ren Ventures à utiliser le nom pour un jeu mobile en 2015, imitant les règles du jeu de cartes Star Wars. Suite à de nombreux procès, Lucasfilm a finalement réussi à déposer la marque Sabak en août 2018, notamment grâce au film Solo qui introduit en live action la fameuse partie entre Han et Lando. Le sabak qui est joué dans le film est d'ailleurs une variante appelée Corellian Spike, dont vous pouvez retrouver les règles expliquées par Tribune dans cette vidéo. En cherchant sabak sur YouTube, vous la trouverez facilement. Mais il existe de très nombreuses variantes, plus de 80 selon le guide visuel de Solo, comme le Jabak, joué au club Outlander dans l'Attaque des Clones, le Centran Sabak de Lando Calrissian and the Man Harp of Charu, l'Empress Theta Preferred du roman légende Sombre Disciple, le Rift Walker Sabak du roman légende L'Ultime Épreuve, ou encore le Coruscant Shift créé pour l'hôtel Star Wars désormais fermé, le Galactic Star Cruiser. Le jeu vidéo légende Knights of the Old Republic a même apporté l'ancêtre du sabak, cependant encore joué à l'époque des films, le Padzak. Et pour revenir aux deux personnages qui discutent des règles du sabak, ils disent justement jouer au vrai sabak, soit l'original où le but est d'atteindre une valeur de carte de 23, un peu comme le Blackjack avec le 21, alors que le sabak Corellian Spike de Solo et le Kessel Sabak d'Outlaws ont pour but de se rapprocher de 0. De plus, les cartes avec lesquelles ces joueurs jouent sont bien des cartes de Sabak Corellian Spike, aussi utilisées pour le Coruscant Shift, alors que les cartes de Kessel Sabak reprennent les symboles des faces du dé Spike. En parlant de ceci d'ailleurs, les dés dorés porte-bonheur de Han Solo, qu'on le retrouve dans le film Solo ou encore les derniers Jedi, sont des dés Spike de Sabak.
Lors d'une quête, un espion de l'Aube écarlate mentionne Pashvi. They'll be disguised as an Imperial stormtrooper. How will I know it's them? Use the phrase, I have a delivery for Pashvi. Une planète où Maskanata dit y avoir enterré un trésor dans son livre Smuggler's Guide, mais qui provient d'une mention dans le roman légende Vol vers l'infini. Dans une rue, on peut aussi relever la mention de Mon Gaza. You're not from around here, are you? You got me. From Mount Gaza. Needed a fresh start. Une planète créée pour une course de modules dans le jeu vidéo légende Episode 1 Racer, mais que l'on retrouve dans le canon, par exemple dans le roman Où l'ombre s'abat, deuxième tome de la trilogie L'Escadron Alphabet, où la Nouvelle République a établi un avant-poste qui sera détruit par la 204e escadre du corps des chasseurs impériaux. Puis sous le règne de la Nouvelle République, les passeurs d'épices de Kijimi ont réalisé un casse sur Mon Gaza d'après le guide visuel de l'ascension de Skywalker. Dans un hangar occupé par Zerek Besh, le syndicat de crime dirigé par Siliro, on peut retrouver un cargo léger ZH-40 de classe Tribune, un modèle dont le pirate Hondo Ohnaka en possède un exemplaire à l'avant-poste Black Spire sur Batuu, au Galaxy's Edge, le parc à thème Star Wars aux États-Unis. Son vaisseau s'appelle le Katoni, en souvenir de la jeune Jedi Tolosienne qu'il a rencontrée dans The Clone Wars. Le ZH-40 de classe Tribune est une version améliorée du ZH-25 de classe Questor qui apparaît dans le roman L'Escadron Alphabet et qui n'a pas de visuel, mais qui venait à l'origine de l'univers légende présent dans diverses extensions de jeux de rôle comme Hidden Death de Force and Destiny et Uber's Guide to Alternative Starships de l'Adventure Journal. Et donc, bien évidemment, le syndicat du crime régnant sur Tatooine et le clan Hutt dirigé par le grand Jabba Decidijic Tiur depuis son palais dont on parlera un peu plus tard. A l'origine, le clan Hutt est dirigé par le Grand Conseil Hutt, comme on le voit dans The Clone Wars, comme lorsque Maul vient recruter les Hutt pour son alliance de syndicats, le Collectif des Ombres. Mais dans cette période troublée entre l'Empire contre-attaque et le retour de Jedi, Kira de l'Aube écarlate est parvenue à récupérer Han Solo piégé dans la carbonite avant que Boba Fett ne puisse le livrer à Jabba. Elle organisa alors une vente aux enchères, réunissant la majorité des syndicats du crime de la galaxie, l'Alliance Rebelle et même l'Empire Galactique. Solo fut finalement acheté par Jabba, mais avant que le Hutt ne puisse prendre son prix, la vente aux enchères fut interrompue par Dark Vador, qui après avoir vaincu Kira, ordonna à ses forces d'emmener Solo alors qu'il partait affronter son fils Luke Skywalker. Peu après, une bataille s'engagea en orbite de la planète entre les forces Hutt et l'Empire, provoquée par Boku, un puissant dirigeant Hutt. Au cours de la bataille, le Grand Conseil Hutt est décimé par Dark Vador, ayant abandonné sa poursuite de Skywalker, après que l'empereur lui ait ordonné de se débarrasser de la menace Hutt. Jabba, le seul membre du conseil non présent durant la bataille, se retrouva alors seul à la tête du conseil Hutt, et Boku se révéla avoir été un agent de l'Aube écarlate. Après que Boba Fett eut finalement récupéré Han Solo pendant la bataille, il le livra comme prévu à Jabba. Mais dans toute cette histoire orchestrée par l'Aube écarlate, Jabba le Hutt n'a fait que monter en puissance, devenant la seule tête du clan Hutt, et la disparition du conseil est d'ailleurs mentionnée à de très nombreuses reprises dans Outlaws. Et même si Jabba possède son immense palais loin des villes, il lui arrive de se rendre à Mos Eisley. C'est pourquoi il y possède un grand domaine appelé dans l'univers légende le complexe Decidijic, et créé pour le roman jeunesse légende La Vengeance de Zorba le Hutt, 3e tome de la saga du Prince Ken. Et qui dit complexe d'un syndicat du crime dans une grande ville, dit chambre forte. Et ce qui nous intéresse ici sont les propriétaires des 3 cartes d'accès à la chambre forte Hutt, puisqu'on y retrouve Bib Fortuna évidemment, le majordome de Jabba présent dans son palais, mais surtout Doc Stracci et Gwarfalacox, les représentants des familles Trandoshan et Aqualish de Mos Espa dans le livre de Boba Fett. Dans la série, les 2 chefs sont conviés par Boba dans son nouveau palais repris des mains de Fortuna pour établir des alliances et ne pas vivre dans un perpétuel conflit. Mais Stracci, Gwarfalacox et le maire de Mos Espa, Mok Shaiz, préfèrent se rallier au syndicat Pike avant d'être tous éliminés par la chasseuse de primes Fennec Shand. À une table de Sabak Hutt, la planète Niamos est mentionnée. Le lieu où Cassian Andor était injustement emprisonné par l'Empire Galactique dans la série Andor. Parmi les sbires au service du clan Hutt, on retrouve des Weequay armés de lance-grenades Relby V10, le blaster du chasseur de primes Bosquasa Kradosk dans l'Empire contre-attaque. Il existe différents blasters Relby, mais pour rester sur le thème d'Outlaws, l'arme de la police de Cantonica est un blaster Relby K25 modulable. On retrouve aussi les gardes gamoréens équipés de leurs haches typiques, ainsi que des femmes au design rappelant Malakeli, le gardien du rancor de Jabba du Retour de Jedi, qui s'occupe des massifs, des créatures qui servent majoritairement de chiens de garde des pillards Tusken depuis l'attaque des clones, alors qu'ils avaient été designés à l'origine pour la planète Geonosis.
Mais les gardiens des massifs sont armés de fusils Amban, le même modèle que le blaster du chasseur de primes Din Djarin dans The Mandalorian. Mais cette arme a une origine bien plus obscure. En effet, la série The Mandalorian a fait un hommage à la première apparition dans une œuvre de Boba Fett, c'est-à-dire dans le court-métrage animé L'histoire du fidèle Wookiee, sorti à l'origine avec le téléfilm Au temps de la guerre des étoiles, plus connu sous le nom The Star Wars Holiday Special. À un moment dans ce court-métrage, Boba Fett sauve les protagonistes d'un grand reptile, le dragon Pana, à l'aide de son fusil Amban, et Din Djarin fait exactement la même chose dans le premier épisode de sa série face au Ravinak sur la planète Pagodon. Lors d'une quête, Kayves doit protéger 2 cargo huts de classe Darius G nommés Arion et Needlerat, ce dernier traduit en Ratigan en VF. L'Arion et le Needlerat sont 2 créatures de Tatooine dans le jeu vidéo légende Super Star Wars Return of the Jedi, sorti sur Super Nintendo et Game Boy en 1994. Un des vaisseaux utilisés par les Hutt dans Outlaws est un nouveau modèle, le chasseur Wing Cutter Arc 200, une version plus évoluée du chasseur Arc 170 utilisé par la Grande Armée de la République durant la guerre des clones. On peut notamment y reconnaître un nez et des canons similaires. Et à la fin d'une quête en vaisseau, un Pike mentionne de l'oxalate de silicax. Call off your ship, Skorak. I'm working. Do you have any idea what the silicax in that convoy is worth? Whatever they promised you, I'll double it. Un minéral de Tatooine que le shérif de Mos Pelgo, Cobb Vanth, utilise pour acheter l'armure de Boba Fett auprès d'une tribu de Jawa dans les flashbacks de la saison 2 de The Mandalorian. Du côté des différentes apparences que l'on peut obtenir auprès des Hutt, il y a un ensemble de la bagarreuse de la Bunta, avec la veste, la ceinture et le pantalon pour Kayves, une casaque pour Nix, un revêtement pour le blaster, une peinture pour le speeder et une finition et un carburant pour le Trailblazer. Toutes ces apparences sont bien évidemment inspirées de la Mandalorienne Sabine Wren de la série animée Rebels, avec son goût particulier pour la peinture. On retrouve même en accessoire un aérographe qui est exactement celui de Sabine. Il y a aussi un trophée lié au Hutt, mais ici aucun rapport avec la Mandalorienne rebelle, puisqu'il s'agit d'un masque de défense Gondar, utilisé dans l'ensemble d'armures Tantel, porté par exemple par Lando Calrissian dans Le Retour de Jedi, lorsqu'il est en infiltration chez Jabba. Quitte à parler des Hutt, autant sortir de Mos Eisley et aborder le palais de Jabba. Construit par des moines à une époque reculée, le palais de Jabba est un monastère qui a appartenu à l'ordre Bomar, une communauté religieuse qui croyait en la nécessité de s'isoler de tout stimulus physique afin d'améliorer ses pouvoirs mentaux. Pour ce faire, les moines se retiraient le cerveau et le plaçaient dans des bocaux de nutriments qui étaient transportés dans le monastère par des droïdes araignées, on peut en voir dans Le Retour de Jedi et le livre de Boba Fett. Même si depuis longtemps Jabba a pris le contrôle du monastère, il continue de protéger les moines de Bomar comme il est rappelé dans une note de Bib Fortuna, qui mentionne, je cite, « que le sort de Kraka soit une leçon pour tous, il est des destins bien pires que la mort ». Kraka était une Hutt cousine de Jabba, apparue dans le numéro 4 de la série jeunesse de comics horrifiques Return to Vader's Castle. Dans cette histoire, Kraka s'éloigna de Jabba après avoir menacé de le tuer, mais revint plusieurs décennies plus tard, prétendant vouloir s'excuser, en apportant à Jabba un œuf pour sa ménagerie, une immense créature. Alors qu'elle se trouvait au palais de Jabba pas longtemps avant les événements d'Outlaws, Kraka interféra avec les moines de Bomar qui patrouillaient la structure, et connut un sort que d'autres membres de la suite de Jabba décrivirent comme étant pire que la mort, mais nous n'avons pas plus de détails. Lorsque l'on cherche à se rendre dans le palais après avoir fait la première quête avec Jabba, Kayves passe par la porte principale, celle que l'on voit dans Le Retour de Jedi, avec R2-C3PO et le même droïde portier TT-8LY7. Mais une seconde entrée sous le palais existe, que l'on voit dans Outlaws quand Kayves s'infiltre dans le bâtiment. Cette porte apparaît par exemple dans le DLC Bordure extérieure du jeu vidéo Battlefront de 2015, où la barge de Jabba y est entreposée, mais que l'on retrouve aussi dans le livre de Boba Fett, où le chasseur de primes y récupère son vaisseau, le Slave One. En parlant de Boba Fett, il fait évidemment un caméo dans Outlaws, visible au travers d'une grille quand Kay est en infiltration. Il semble être en quête de sa prochaine prime, et j'ai bien l'impression que le Twi'lek de l'hologramme est Azara Dane, le rebelle qui finit par rejoindre l'équipage de Kayves pour le casse de Canto Bight. Mais il y a un petit problème de cohérence avec Boba Fett. En effet, sa célèbre épaulière avec le symbole du mythosaure, cette immense créature quasiment mythologique de la culture mandalorienne, se trouve juste au mauvais endroit. Boba la porte à gauche normalement, et ce n'est même pas le modèle du personnage qui a été mis en miroir, puisque l'antenne de son casque est du bon côté. En réalité, il s'agit sûrement d'une question de mise en scène pour mettre cet élément spécifique de l'armure de Boba en évidence, avec le sens du chemin emprunté par Kay et le mouvement logique de la caméra du joueur. La meilleure solution a probablement été d'inverser l'épaulière.
A l'origine, Kay a décidé de rentrer par effraction dans le palais de Jabba pour récupérer Nyx qui lui a été volé, et dans la ménagerie du palais, on peut retrouver une note décrivant Nyx comme, je cite, un mammifère mâle à sang chaud doté de 6 tentacules sur la tête, de grands yeux, de griffes rétractables et d'une bouche remplie de nombreuses dents acérées. Alors ok, Nyx est ici décrit comme étant très terrifiant, mais quand même menacé d'être jeté au Nexu si le Hutt s'en lasse. Le Nexu est une des créatures de la reine de Geonosis dans l'attaque des clones, celle qui s'attaque à Padmé Amidala précisément. Kay finit évidemment par se faire avoir et finit devant le trône de Jabba, ce dernier qui d'ailleurs doublé par Dee Bradley Baker, la voix de tous les clones en animation et bien sûr de Nyx dans Outlaws. A ses côtés se tiennent Salacious B. Crumb, le petit singe lézard kowakien du Retour du Jedi, et Bib Fortuna, le Twi'lek majordome du Hutt. Pour l'anecdote, le nom de Salacious B. Crumb a été créé accidentellement par les marionnettistes Tony McVie et Phil Tippett. George Lucas leur avait en fait confié la tâche de choisir le nom du personnage, et alors qu'ils le cherchaient, Tippett et son équipe sont allés déjeuner. Ils avaient bu, je cite, quelques pichets de bière, et à la sortie, Tippett décida de se pencher pour lasser ses chaussures, et il dit « Attendez une minute les gars, pendant que je fais mes lacets », en mal prononçant le mot lacet, shoelaces en anglais, donnant shoelacious. George Lucas avait initialement rejeté ce nom, puis le changea en Salacious, et ajouta le mot Crumb en nom de famille, en hommage au dessinateur de comics Robert Crumb. Pour revenir à Bib Fortuna, il est indiqué dans sa description qu'il serait prêt à saisir l'opportunité de supplanter Jabba et prendre le contrôle du clan Hutt. Sliro lui fait même une proposition claire et nette si le Twi'lek aide Zerek Besh. Ce qui est ironique puisque nous savons très bien que Fortuna a succédé à Jabba après sa mort dans Le Retour du Jedi et a régné sur Tatooine pendant 5 années avant de se faire éliminer par Boba Fett dans la saison 2 de The Mandalorian. En parlant de cette scène, Salacious B. Crumb est bien mort lors de l'explosion de la barge de Jabba, mais aurait pu apparaître dans The Mandalorian puisqu'il est présent dans un concept art gardé en cage par Bib Fortuna. Et en fait, selon l'artiste Christian Halsman, l'idée était que Crumb et Fortuna se seraient tous deux disputés l'influence de Jabba. Dans la salle du trône, quelques détails sont présents, comme évidemment Han Solo, encore piégé dans la carbonite, mais aussi l'espèce de chandelier contre lequel Leia Organa, déguisée en bouche, se cogne en allant sauver le contrebandier. Et s'enchaîne ensuite une course-poursuite effrénée dans le palais entre Kay Vess, la chasseuse de primes Veil Tormin et Patissa, le rancor personnel de Jabba le Hutt. Petit détail très bienvenu, le plan où Kay se cache du rancor dans le hangar reprend quasi à l'exactitude un concept art de Ralph McQuarrie pour Le Retour du Jedi. Le palais de Jabba se trouve dans une zone nommée la Vallée désertique, qui accueille également une grande base impériale, le fort Sunfire. Il s'agit d'une référence au jeu vidéo Commander, où le groupe de rebelles mené par Saponza y détruit la base. Cependant, les événements du jeu mobile se déroulent peu de temps après la bataille de Yavin. Le Fort Sunfire a donc été reconstruit dans les 3 années qui séparent Commander d'Outlaws. Mais même dans Commander, il s'agissait d'une référence bien plus obscure. En effet, le jeu de figurines légende Star Wars Miniatures a publié en 2004 un scénario appelé Raiding Sunfire Outpost, où des pirates Sken s'attaquent à un avant-poste impérial nommé Sunfire. La seconde ville de Tatooine visitable dans Outlaws est Bestine, qui dans l'univers légende a donc été fondée par des colons du Dowager Queen écrasés à ce qui deviendra Mos Eisley. Bestine est mentionnée dans la novélisation légende d'Un Nouvel Espoir, ainsi que dans une scène coupée du film. My friend has a friend on Bestine who might help us make contact. You're crazy, you could wander around forever trying to find them. La ville a cependant pu être développée dans de nombreux guides de jeux de rôle comme Galaxy Guide 7 Mos Eisley, où elle est présentée comme la capitale de Tatooine, avant de faire une apparition dans le jeu vidéo Galaxies An Empire Divided en 2003. Et Bestine, dans ce jeu vidéo, est entré dans le Guinness World Records. En effet, la ville a été l'un des premiers lieux que les bêta-testeurs ont pu essayer. Lors d'une session de bêta-test, environ 3 douzaines de testeurs se sont livrés à des duels au blaster dans et autour de Bestine. La cantina de Bestine a été notée comme un endroit particulièrement attrayant pour les joueurs testant le jeu, dont beaucoup ont acquis une certaine notoriété au sein de la communauté bêta. Parmi ces joueurs, Nathan Larkins, de son pseudo Morage Markinison, s'est malheureusement fait connaître après avoir perdu la vie dans un accident de voiture au début du mois d'octobre 2002. L'équipe de Star Wars Galaxies a alors placé un drapeau commémoratif Morage à l'extérieur de Bestine pour honorer son dévouement au jeu et à la communauté. Le drapeau marquait l'endroit où les bêta-testeurs entraient dans le jeu avec comme description in-universe, je cite, « dédié au premier colon de Tatooine, fondateur du canton de Bestine, en mémoire du courageux capitaine Morage ».
Ce drapeau a alors été reconnu par le Guinness World Records comme le premier mémorial virtuel jamais inclus dans un MMORPG. Mais dans l'univers canon, Bestin fait sa première apparition et pose un petit problème. En effet, des sources tout à fait canon, comme le beau livre Les lieux emblématiques de la saga, précisent bien que Bestin est la capitale de Tatooine, reprenant l'information légende. Cependant, Outlaws présente Bessin comme une petite ville et jamais comme une capitale. Dans tous les cas, on peut noter deux mentions très intéressantes à Bestin. La première vient d'un Stormtrooper qui travaille secrètement pour l'Aube Écarlate et qui utilise le mot de passe « L'Aube Écarlate ne se couche jamais », présent dans les comics de la trilogie de Kira, War the Bounty Hunters, Crimson Reign et Hidden Empire. I have a delivery for Pashvi. The Crimson Dawn never sets. L'autre mention vient d'un Quarren dans la cantina de Bestin qui parle de Yavin 8 et des débris de l'étoile de la mort. My cousin lives on Yavin 8. She said you could see the explosion even from the ground. Really? Even from another moon? She said it lit up the entire sky. There is still debris in the atmosphere. I keep thinking about the crews of those ships. Gone in an instant. The ships? Just the crew of the base alone. The station was the size of a moon. It'd be like if Mos Eisley disappeared in a second. They need to put down the rebellion and soon. There's no telling what attack they'll launch next. En effet, la station impériale a explosé 3 ans auparavant en orbite de la planète gazeuse Yavin Prime, après avoir essayé de détruire la lune Yavin 4 où se trouvait la base rebelle. Yavin 8 est donc une autre lune de Yavin Prime qui aurait encore des débris de l'étoile de la mort dans son atmosphère. Dans le légende, cette lune est notamment développée dans le roman junior Jedi Knights Lyrics Worlds, où les jeunes Jedi Anakin Solo et Tairi Veila affrontent un Rill, une sorte de serpent géant. Une autre petite ville d'Outlaws est celle que Kay découvre lorsqu'elle arrive sur Tatooine, Wayfar. Wayfar est une totale canonisation de Star Wars Galaxies où sa position sur la planète est même respectée à l'est de la mer de Dune et du palais de Jabba. Dans Outlaws, Wayfar est protégé par la shérif Weequay Quint Crusade qui, selon sa description, a travaillé avec un certain Guarm. Guarm est en fait un pirate Weequay que l'on découvre dans The Clone Wars sous les ordres d'Hondo Ohnaka, et dans le Free Comic Book Day 2019 de Star Wars Adventures, nous apprenons que Guarm a formé son propre gang sous l'Empire, dont a visiblement fait partie un temps Quint. Mais on sait que Quint a également fait partie du gang d'Ohnaka comme mentionné par un Rhodien qui l'interpelle à Wayfar. Ce n'est pas précisé, mais logiquement, je pense que Quint était avec Hondo Ohnaka pendant la guerre des clones et a simplement suivi Guarm lorsqu'elle a fondé son groupe sous l'Empire. Enfin, dans le bureau de la shérif Quint se trouve un tableau de primes avec quelques graffitis. Même si un ressemble pas mal à un Mon Calamari, un autre m'évoque surtout un Rakata, cette espèce belliqueuse très importante dans le jeu vidéo légende Knights of the Old Republic, et qui a conquis la galaxie plusieurs dizaines de milliers d'années avant Yavin via leur empire infini. Alors soit il s'agit bien d'un Rakata, soit c'est juste un dessin raté de Mon Calamari. Mais il est cependant intéressant de noter que les Rakata ont une place particulière pour le moment dans l'univers canon. Grâce à des beaux livres, nous savons qu'il y a eu un empire infini, etc. Ils ont même droit à une mention dans la série Andor. What is it? It's a down payment. It's a Quati signet. Blue Kyber, Skystone, the ancient world. It celebrates the uprising against the Rakatan invaders. Don't take less than 50,000 for it. Mais aucune œuvre ne leur est pour le moment encore accordée. Cependant, un Mon Calamari a clairement été représenté comme un Rakata dans la série de comics Star Wars de 2015, et un autre alien de la série Podamron y ressemble aussi fortement, mais il s'agit bien de 2 erreurs, comme confirmé par Matt Martin du Story Group. Donc peut-être que ce graffiti est un espèce d'hommage à ces erreurs dans les comics. Wayfar se trouve dans une zone de Tatooine appelée la Grande Plaine de Chott Salt, sur laquelle se trouvent de nombreuses fermes d'humidité, qui récoltent le peu d'eau présente dans l'air de la planète. La plus célèbre des fermes d'humidité est bien évidemment celle de la famille Lars, où a grandi Luke Skywalker. Elle est visitable, mais totalement laissée à l'abandon, après que l'Empire ait massacré Howard et Beru Lars, l'oncle et la tante de Luke qui l'ont élevé ici. Leurs cadavres calcinés ne sont plus présents, mais on retrouve les traces des tirs sur l'entrée de la bâtisse. Mais depuis Un Nouvel Espoir, le lieu a déjà été visité plusieurs fois par Dark Vador lui-même.
En effet, dans les semaines qui ont suivi la bataille de Yavin, le Seigneur Noir des Sith a recherché le pilote rebelle responsable de la destruction de l'étoile de la mort. Découvrant que le pilote était en fait son propre fils, Vador, accompagné du docteur Aphra, retourna à la ferme abandonnée, mais sa piste ne le mena pas bien loin. Mais 3 ans plus tard, immédiatement après son duel sur la Cité des Nuages avec Luke Skywalker, Dark Vador se mit en quête des personnes qui avaient élevé Skywalker. Il retourna ainsi une nouvelle fois à la ferme d'humidité des Lars, mais il fut attaqué par des pirates qu'il massacra. Cependant, en analysant les lieux, Dark Vador et le druide médico-légal Z67 découvrirent que les pierres tombales de Cliegg Lars et Shmi Skywalker, les parents d'Owen Lars, avaient disparu pour protéger le jeune Luke, ce qui explique leur absence dans Un Nouvel Espoir, l'ascension de Skywalker, et donc Outlaws, alors qu'elles sont bien visibles dans l'attaque des clones. La maison elle-même a réellement été construite en Tunisie et laissée à l'abandon en 1976 après la fin du tournage d'Un Nouvel Espoir. Mais en 2012, le site a été sauvé et restauré par un groupe de fans qui ont collecté 11 700 $ auprès de la communauté du monde entier via un groupe Facebook. Et dans la maison, Kayves trouve une note où quelqu'un demande des pièces de rechange pour réparer un T-16 Skyhopper. Il s'agit d'un modèle de airspeeder visible dans les épisodes 2 et 4 chez les Lars, mais aussi dans la scène de l'édition spéciale du 6. A l'origine, ce devait être avec ce vaisseau que Luke et ses 3 PO devaient aller chercher R2-D2, mais la maquette n'a jamais été terminée, finissant en arrière-plan de cette scène. Une réplique d'un Stormtrooper dans Un Nouvel Espoir, lorsqu'Obi-Wan Kenobi s'infiltre dans l'étoile de la mort, mentionne un BT-16, longtemps confondu avec le T-16 de Tatooine. Mais de nombreuses œuvres ont fait référence à cette réplique comme si le BT-16 mentionné était le T-16. Dans l'ordre chronologique, on a le T-15 dans Solo A Star Wars Story, un T-16 dans la série Obi-Wan Kenobi, de nouveau le T-15 dans Rogue One, un T-17 dans Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi, et même un T-18 dans l'ascension de Skywalker. Mais on voit le T-16 un peu mieux dans les mains de Luke, puisqu'il joue avec une maquette de celui-ci. Dans la série Obi-Wan Kenobi, on découvre que ce jouet a été acheté, réparé et offert à Luke par Obi-Wan Kenobi, ou plutôt Ben Kenobi, son ange gardien secret. Et cet événement semble être mentionné sur la note d'Outlaws, qui je pense a été écrite par Beru Lars. Ce qui vient renforcer cette idée est la mention du fromage de lait bleu que la tante de Luke aime bien faire selon une nouvelle de From a Certain Point of View. Mais 2 autres fermes d'humidité de la grande plaine de Chol-Salt ont un intérêt, l'une dont vous pouvez aider son habitant puisqu'il vous verse régulièrement un pourcentage de sa récolte, et l'autre dont la fermière a un problème de droïde. En effet, son droïde astromécano R5 a un petit souci qui rappelle le problème de motivateur de R5D4 dans Un Nouvel Espoir, le droïde choisi à l'origine par Owen Lars avant de se raviser sur R2D2. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire particulière et l'acte héroïque de ce petit droïde, je vous renvoie vers la vidéo de Tribune à son sujet. Et le dernier lieu important de la grande plaine de Chol-Salt est la station Toshi, un lieu où se détendaient Luke Skywalker et ses amis dans une scène coupée d'Un Nouvel Espoir. Dans cette scène, Luke observe avec des jumelles une bataille spatiale et rêve d'aventure aux côtés de Biggs Darklighter, qu'il retrouvera plus tard dans le film au sein de l'Alliance Rebelle. Outlaws a même fait un petit clin d'œil à cette scène de Luke avec un personnage qui regarde au loin avec des jumelles exactement où se tenait le jeune fermier. Mais la station Toshi est aussi apparue plus récemment dans la série et le livre de Boba Fett, où le chasseur de primes y affronte un gang de Nikto et sauve un jeune couple, Laze Loneosner et Camille Marstrap, qui faisait partie du groupe d'amis de Luke dans la fameuse scène coupée et qu'on le retrouve cité dans une note présente dans la station. Passons maintenant à la zone du Jundland Sud, mais avec une dernière ferme d'humidité, celle-ci abandonnée qu'une quête nous amène à visiter. Et la description de ce lieu précise que la ferme appartenait à l'influente famille Darklighter. La ferme est donc bien évidemment présente dans Star Wars Galaxies, qui développe pas mal cette famille, ainsi que la série de romans Légende X-Wing.
Mais dans l'ébauche de l'épisode 4, la première mention d'une personne nommée Darklighter se fait en la personne de Sig Darklighter, que l'on croit être le chef de la rébellion Jedi. Le nom Darklighter apparaît à nouveau dans la deuxième version, qui raconte l'histoire d'un padawan qui abandonne son maître après être tombé sous l'influence du côté obscur de la Force, encore appelé Bogan à l'époque. Darklighter a fini par être utilisé comme nom de famille pour le meilleur ami de Luke Skywalker sur Tatooine qui meurt lors de la bataille de Yavin. Dans le Jundland Sud, on retrouve aussi le pont Bitazosh, une formation rocheuse visible lorsque Anakin Skywalker part à la recherche de sa mère dans l'attaque des clones. Le pont Bitazosh est le plus grand pont naturel de Tatooine et il était considéré comme sacré par les pillards tusken. Dans la langue commune de la galaxie, Bitazosh se traduit comme corne de Bansa transformée en pierre, et selon la superstition des Tusken, ne pas tirer de coups de blaster avant de traverser le pont porte malheur. Une quête de l'Aube écarlate envoie Kayves à chercher une humaine du nom de Ice Varga qui souhaite quitter l'Empire et rejoindre l'organisation criminelle. Pour ce faire, Kay la retrouve dans un ranch appartenant à un certain Garrick. Garrick n'est pas présent ni décrit dans Outlaws, en dehors du nom du lieu, mais c'est une référence possible à un personnage du même nom, issu du numéro 80 de la série des comics Légendes Star Wars de 1977, qui était en colère après Han Solo parce qu'il n'avait pas payé son droit d'amarrage à Mos Eisley dans Un Nouvel Espoir. Dans le Jundland Nord, on retrouve aussi un lieu particulier, avec la forêt lithique parsemée de formations rocheuses gigantesques. La mention de ce nom est certes tout à fait nouvelle, mais sa description indique le fait que des courses de modules passent par ici, ce qui laisse supposer que le début de la course de la Bunta dans la menace fantôme passerait par la forêt lithique, puisque les formations rocheuses sont sensiblement similaires. D'ailleurs, un module écrasé est visible dans le sable de Tatooine, non loin de là. En haut d'une de ces structures rocheuses est perchée la carcasse d'une vieille canonnière TIOBA pour transport d'infanterie offensif basse altitude, un véhicule utilisé par la Grande Armée de la République durant la guerre des clones. En vérité, on retrouve pas mal de ces vestiges un peu partout dans Outlaws sur différentes planètes et même des morceaux de TLOBA, transport lourd offensif basse altitude, une variante de la canonnière équipée pour transporter des gros véhicules terrestres comme les RTTT pour renfort tactique tout-terrain. Dans le Jundland Nord se trouve aussi un campement de Jawa, ces petites créatures originaires de Tatooine qui parcourent les sables de la planète à la recherche d'objets à voler puis revendre. Pour se déplacer, ils utilisent un char des sables, 3 sont visibles dans Outlaws. Celui-ci dans le Jundland Nord, un en périphérie de Mos Eisley et un abandonné près de Mos Algo. Mais près de ce premier char, Kay y rencontre une des expertes du jeu, la Jawa Tika. Et Tika provient de la série Obi-Wan Kenobi, c'est tout simplement la Jawa qui vend la maquette du T-16 Skyhopper aux Jedi. Un ensemble de 3 quêtes de l'expert MT7, l'expert caché qui s'avère être un droïde commando sur Akiva, demande notamment de récupérer un système d'injection perfectionné auprès d'un Jawa du Grand Plateau de Mezra, qui se situe donc au sud de Bestine dans Outlaws. Or, le Grand Plateau de Mezra est normalement le lieu où se trouve Mos Eisley, bien plus au nord-est dans le jeu. Et ces 3 quêtes s'appellent en anglais Improvise, Adapt, Overcome, en référence à un célèbre mème de Bear Grylls de l'émission Man vs Wild. Et j'ai mentionné Mos Algo, c'est une ancienne ville minière abandonnée à la limite de la mer de Dune occidentale. Mos Algo a été fondé par la Guilde minière, un puissant réseau de mineurs qui récolte et contrôle les ressources naturelles à travers la galaxie. On la voit notamment dans la série animée Rebels, où elle dispose de chasseurs taille Hélène modifiés, un modèle dont on retrouve aussi des décombres dans une base Pike sur Toshara. Et chose encore plus intéressante, on apprend que les mineurs de Mos Algo cherchaient du fric, un métal très résistant, même au sabre laser, et que les Pike ont commencé à enquêter dans le coin pour voir s'ils pouvaient installer un train à répulsion. Et ce détail est une référence au livre de Boba Fett, où les Pike, 6 ans après Outlaws, ont commencé à faire du transport de marchandises sur Tatooine, notamment grâce à un train à répulsion. Juste à côté de Mos Algo se trouve dans la mer de Dunes occidentales une immense étendue de sable où règne le terrible Dragon Crate. Le Dragon Crate apparaît d'abord sous la forme d'un squelette dans Un Nouvel Espoir, squelette d'ailleurs toujours visible dans Outlaws. Mais un Dragon Crate vivant apparaît pour la première fois dans le jeu vidéo légende Galactic Battlegrounds, avant d'être une créature assez régulière dans des œuvres se déroulant sur Tatooine. Dans le canon, on retrouve actuellement 3 sous-espèces de Dragon Crate avec des morphologies très différentes. Tout d'abord, le Dragon Crate des Canyons, avec l'apparence que l'univers légende lui a attribuée depuis Galactic Battlegrounds et que l'on retrouve dans le jeu vidéo Commander. Ensuite vient le Grand Dragon Crate, doté de 10 pattes, et le squelette de l'épisode 4 est en réalité un jeune Grand Dragon Crate. Enfin, la dernière sous-espèce ne porte pas de nom particulier, mais celui que l'on peut croiser dans Outlaws est The Mandalorian, une version immense de 16 pattes.
Mais dans Un Nouvel Espoir, il y a un autre détail par rapport au Dragon Crate. En effet, lorsque Obi-Wan Kenobi vient sauver Luke Skywalker des pierres Tusken, il émet un étrange son, c'est le cri d'un Dragon Crate. Et on peut entendre ce cri à la fois dans The Mandalorian, mais aussi dans Outlaws. Une breloque mineure à découvrir dans le jeu est un croc de Dragon Crate, et un objet de valeur est l'anneau en perles de Crate factice, faisant référence au fait que les Dragon Crate possèdent en eux des perles. En effet, pour digérer, les dragons mangent régulièrement des pierres qui, à l'aide de sucs digestifs, deviennent des formations rocheuses parfaitement polies, les perles de Dragon Crate. Parfois, dans de très rares cas, un dragon peut ingérer un Crystal Kyber, le type de cristal à l'origine de la lame des sabres laser. Et en raison de la présence d'un Kyber dans la perle, elle peut être utilisée pour alimenter un sabre laser qui produira une lame très puissante et destructrice, émettant un hurlement selon le livre de jeu de rôle Gadgets and Gear. Mais une quête liée au Tusken emmène Kay chercher une perle de Dragon Crate dans la tanière d'un individu déjà mort. Le problème est que cette grotte est occupée par des bandits, mais l'un d'eux cite le nom d'Archeon. Used to fly with this crew in the Archeon Pass and chase distress beacons. I'm not proud, but it was easy money. Archeon provient en fait de Rebels avec la nébuleuse et la passe d'Archeon, une route hyperspatiale très dangereuse qui traverse donc une nébuleuse et que les rebelles empruntent pour fuir les défenseurs taille de l'Empire. Dans la quête avec la Jawa Tika, Kayves est envoyé chercher une dent de Sarlacc, une immense créature enfouie dans les sables de Tatooine. On découvre un Sarlacc dans Le Retour de Jedi, vivant dans le grand puits de Carkoon, mais celui d'Outlaws est différent puisque déjà mort dans le jeu vidéo. Avec ses longs tentacules sortant de sa bouche dentée, le Sarlacc possède un ancêtre commun avec plusieurs autres espèces de la galaxie, comme le Rastar, le Blixus et le Vixus. Le Sarlacc étant mort, Kayves peut s'y engouffrer pour récupérer son trésor dans la deuxième bouche de la créature, les Sarlaccs possédant plusieurs estomacs pour digérer leurs victimes. Et l'ambiance créée pour l'intérieur du Sarlacc me rappelle beaucoup le jeu vidéo légende Le Pouvoir de la Force, où l'ancien apprenti de Dark Vador, Starkiller, explore l'intérieur d'un Sarlacc sur la planète Felucia. Enfin, dans la mer des dunes occidentales se trouve un petit avant-poste impérial très bien caché, où est mentionné le protocole 23. On retrouve sa mention dans la série Obi-Wan Kenobi sur la planète minière Mapuzo, à un point de contrôle par des Stormtroopers qui ont été informés par le conducteur Freck qu'il voulait contrôler ses passagers, Leia Organa et Obi-Wan Kenobi. Where are you headed? Back to Toll. We have family here we were visiting. All right, step out of the vehicle. Initiate Protocol 23. Le bestiaire de Tatooine est le plus fourni des planètes d'Outlaws avec quasiment que des créatures que l'on connaît déjà. On a déjà parlé du Dragon Crate et du Massif, mais il y a aussi des Bansa dont on retrouve leurs cousins des neiges sur Kijimi et dont leur laine fait partie des objets de valeur à revendre. Des Dubak, souvent utilisés comme monture par les Stormtroopers, des Sketo, des insectes qui vivent normalement dans les cavernes de Laguna de la course de la Bunta, des Bonne-Guaneurs, originaires de la novélisation légende d'Un Nouvel Espoir, et des Scurriers, de petites créatures imaginées pour l'édition spéciale de l'épisode 4, sorti en 1997. Dans un camp Tusken que visite Kayves, un pillard nettoie les dents d'un Bansa avec son bâton Gaderfi, scène que l'on a déjà vue dans The Mandalorian. Au milieu d'un autre camp Tusken, on découvre une note de quelqu'un qui dit avoir fait un voyage depuis Bossawi, la planète en fond de la bataille du Malveillant au tout début de la série animée The Clone Wars. Et enfin, un objet de valeur d'Outlaws est le melon noir, la source d'eau principale des Tusken. Ce sont des sortes d'œufs remplis d'eau qui poussent dans le Junland. Les melons noirs ont été créés dans le journal du vieux Ben Kenobi de la série de comics Star Wars de 2015, puis popularisés par le livre de Boba Fett. Dans le village Tusken, on peut même voir un pillard en chercher dans le sable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant.
Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.